Salut, bonjour à tous et à toutes. C'est toujours un immense plaisir pour moi de vous retrouver autour de notre podcast Champion Story. Champion Story, comme vous le savez, c'est une production de Pixel Live Studio, une vitrine de découverte et de redécouverte de nos champions d'hier et d'aujourd'hui. C'est aussi un podcast qui vous montre sous d'autres aspects encore plus décontractés nos sportifs en activité ou ayant mis un terme à leur carrière. Ils parlent de leur parcours, leur passion et leur réussite. Aujourd'hui, nous recevons à Champion Story une légende du 11 national. De Planète Champion à Auxerre, en passant par Lorient et Monaco, il a connu des hauts et des bas, il a connu la gloire, mais il a aussi connu des difficultés en raison des blessures qui ont émaillé sa carrière de footballeur. Jadis prometteuse, vous l'avez deviné, ce soir, ou du moins aujourd'hui, je reçois pour vous Alain Traoré, le gaucher magique du football burkinabé. Alain, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. D'entrée, Alain, si tu devais te décrire en 3 mots, qu'est-ce que tu vas nous dire? Franchement, je le dis souvent, j'ai du mal à parler de moi-même. Oui. Voilà, je pense que la simplicité. La simplicité? Ouais. Moi, j'allais ajouter la frappe. Non, mais pas que la frappe. Oui. Si on parle football, il y a beaucoup d'aspects qui rentrent en compte. Mais Oui. bon, il y a beaucoup de gens qui parlent de ma frappe de balle. Oui. Mais moi, je parle plutôt de ma vision de jeu et mon intelligence de jeu. Et la grosse technique aussi. Alain, je ne sais pas si tu te rappelles, un jour tu m'as dit, quand je suis au stade du 4 août, je dépasse la ligne médiane, quand j'ai le ballon, j'ai déjà en tête où se trouvent les poteaux sans regarder le gardien de but. Ben ouais, on avait, avec Pitropa, on le disait en rigolant, on dit le stade de Katou, c'était notre jardin. Oui. On connaissait tous les recoins, tous les recours du stade de Katou. Donc du coup, quand j'étais dans les camps adverses, je savais où se trouvaient les buts, comment les gardiens vont se positionner. Oui. Donc c'était plus facile pour nous de marquer. Allez, merci Alain. Alors, tout commence pour toi à Planète Champion. Oui. Planète Champion, les débuts, ça présageait déjà d'une carrière. Quand on arrive à Planète Champion, c'est vrai qu'on a le rêve de gamin qui est dans un centre de football et qui rêve demain de se retrouver en Europe pour prouver son talent. Ouais, Planète Champion, c'était vraiment l'élite du football burkinabé. Ben, quand on est gamin, tout le monde rêvait d'aller à Planète Champion. Et je dirais que Planète Champion, c'était 50% t'étais sur la bonne voie de la réussite. Oui. Et après, à Planète Champion, il fallait pas dormir sous ses oreillers, il fallait beaucoup travailler. Il y a eu beaucoup de travail et beaucoup de discipline pour arriver où on en est aujourd'hui. C'était déjà en 2004, Planète Champion, 2 ans, 3 ans? 3 ans et demi. Hein. Oui, 3 ans et demi à Planète Champion. 2006, France Auxerre, Giroud qui voulait vraiment que tu évolues sous ses ordres. Raconte-nous un peu ce transfert-là. Comment ça s'est passé? En fait, Premier transfert. En fait, ce que le grand public ne sait pas, je ne suis pas parti directement à Auxerre. D'accord. Quand j'ai quitté le Burkina, je suis allé à Manchester United. Oui, voilà. On a eu cette histoire-là avec Alex Ferguson. Voilà. C'est bien ça. C'est bien ça. Oui. Donc, quand j'ai quitté le Burkina, je suis allé à Manchester United. Oui. J'ai commencé les entraînements avec l'académie. Ça s'est super bien passé. D'accord. Et voilà, Ferguson, excusez-moi du terme, il a kiffé. J'ai même eu un entretien avec lui. Il voulait absolument que je reste à Manchester. Mais à l'époque, on parle de 2005. Hein. Tout à fait. Je suis parti du Burkina vers l'été 2005. Tout à fait, oui. Et après, je suis revenu pour repartir. Donc, du coup, Ferguson, il voulait absolument que je reste, mais à l'époque, c'était plus compliqué pour un jeune Africain de moins de 18 ans. Le certificat de travail. On se rappelle, En Angleterre, c'était plus compliqué. En plus de ça, voilà, le Burkina, on n'était pas une grande nation de football africain, n'en parlons pas d'Européens. Voilà. Donc, du coup, on avait beaucoup de difficultés pour qu'un joueur burkinabé joue en Angleterre. Donc, on a essayé de chercher des formules pour vraiment me garder là-bas. Parce que, voilà, Ferguson, pour lui, il avait
Il venait de repérer. Il y avait une pépite. Voilà. Ouais. Pour lui, c'était rare de voir un jeune footballeur africain avoir ces qualités-là que j'avais à l'époque. Donc, du coup, on a essayé de voir comment on pouvait faire ces transferts-là pour que je reste avec eux. La solution, c'était ils avaient des clubs filières en France, en Belgique, je crois. C'était la Belgique qui était programmée pour moi. D'accord. Donc, je devais rester, signer un contrat avec un club filière un club belge. Et je poursuivais ma formation et étant joueur de Manchester United. Jusqu'au 18 ans, voilà, pour rejoindre Manchester. Et bon, après, il y a eu Auxerre. Parce que c'est dans le même tournoi que ces scouts m'ont repéré. Tout à fait. Donc les gars de Auxerre, ils ont pris de l'avance et ils sont venus au Burkina directement. Ils sont venus à la source, rencontrer la famille, présenter le projet. Et au bout du projet, il y avait un contrat qui était déjà préparé, un contrat élite. À l'époque, voilà, j'avais pas 18 ans, je ne pouvais pas signer un contrat professionnel. Tout à fait, Le contrat élite à l'époque, c'était 2 ans stagiaire et 3 ans professionnel. Tout à fait. Donc ça veut dire, quoi qu'il arrive, j'allais être professionnel. Donc du coup, on a opté pour ça. Et c'est pas parce que on connaissait pas la valeur de Manchester United, et parce qu'à l'époque, en 2005, Manchester United, c'était la meilleure équipe au monde. Fait. Ils avaient gagné la Ligue des Champions. Ryan Giggs, Paul Scholes, David Beckham. Oui, c'était quelque chose. Et quand moi je suis arrivé, c'était les premières années aussi de Cristiano qui venait d'arriver à Manchester. C'était pas les Cristiano que tout le monde connaissait. Tout à fait, voilà. Et là, le fait que moi je devais quitter le Burkina pour évoluer en Europe, ça seulement ça me suffisait. Parce que là, à l'époque, la famille avait des besoins. Exactement, oui. Donc voilà, moi, c'était pas, moi, peu importait le club, c'était de faire sortir ma famille des galères. C'était pas le nom du club, la grandeur du club que j'allais intégrer, mais pour moi, c'était de sortir la famille de la misère. D'accord. Voilà. Ok, alors, première année, le petit Burkinabé que tu étais doit s'adapter à un nouvel environnement en France. Ça a été facile? Je dirais pas facile, hein. C'était très compliqué. Hein. Moi, c'est vrai qu'avec l'équipe nationale, on faisait des voyages. On voyageait. Avec les petites catégories? Oui, avec les petites catégories. Avec les U17. Voilà, on avait eu la chance, à l'époque, c'était le ministre Palme. Oui, tout à fait, qui avait une politique pour les jeunes. Exactement. Il avait misé toute sa politique sur la formation des jeunes. Exactement, oui. Donc, il nous avait, c'était une des rares fois où on avait des équipes, des petites catégories qui partaient faire des stages en Europe. Des stages et des tournois. Et des tournois. Oui, voilà, à Rézé, à Ibiza en Espagne. Voilà, on a eu l'occasion de faire partie de ce programme-là. Donc ça, c'était la première fois où je partais en France, en fait, avec le projet de Jean-Pierre Palme. Donc je connaissais un peu, mais c'était quand on était parti, c'était en été. Exactement. Donc du coup, ça change beaucoup l'été et puis l'hiver. Et moi, quand je suis allé à Auxerre pour la première fois, c'était en été. Donc, comme j'étais tellement jeune, je ne pouvais pas rester, je devais faire des allers-retours. Je partais 3 mois sur le territoire et je revenais pour quelques mois, le temps de renouveler mon visa et repartir. Et dès que j'ai eu mes 18 ans, et j'arrive, on m'appelle, on me dit tu dois venir. Je me rappelle, le premier coup de fil, c'était le 30 décembre. Et moi, le temps de me préparer et tout ça, les billets d'avion, j'ai eu l'autorisation le 2 janvier. D'accord. Le 2 janvier, moi, j'ai Guiro au téléphone, il me dit non, il fait froid, il faut bien te couvrir. Moi, pour moi, à Ouagadougou, quand il fait froid, c'est un pull, tu portes. Exactement. C'est 18 degrés. Du coup, moi, voilà, j'ai pris mon pull avec un t-shirt. Voilà, ça y est, je pars en France. Il fait froid, donc pour moi, je suis bien couvert. Tu es bien couvert. J'arrive le matin, le 2 matin à Paris, à Charles de Gaulle. L'avion atterrit, on commence à sortir. Les premiers passagers sortent. À mon tour, je sors. J'ai pas envie de ressortir. Je vais faire demi-tour pour aller dans l'avion. Et la première chose qui me vient en tête, c'était de
comment je vais faire pour jouer au foot dans ce climat. Voilà. Je me suis posé la question et direct, j'ai dit, bon, Alain, là, ça va chauffer. Ouais. Le vrai boulot va commencer maintenant. Après, les choses sont allées très vite, hein, Alain. Tu dois évoluer dans la cour des grands, la Ligue des Champions en 2010. Et je me rappelle de ce match face au Real de Madrid. Ouais. C'était comment la pression, la tension? Franchement, avant le match, je ne savais pas que j'allais jouer. Oui. Honnêtement dit, parce que c'est vrai que je m'entraînais avec le groupe professionnel. C'est vrai que j'avais l'estime de tous les vestiaires, mais le coach, il ne me faisait pas jouer. Ouais. Il ne me faisait pas jouer. Je m'entraînais, j'étais dans ces petits papiers, mais je ne rentrais jamais. Et à chaque fois, après les matchs, il venait me poser des questions, qu'est-ce que j'avais remarqué. Il me demandait de faire le résumé du match. Ouais. Donc je faisais tout le temps avec lui. Et même après les séances d'entraînement, il voulait savoir quels étaient mes ressentis et tout ça. Et il me disait jamais qu'il allait me faire jouer. Il m'a dit, tu es là, tu regardes et tu écoutes. Ouais. Tu dois apprendre. Tu dois apprendre. Tu dois apprendre. Et il m'a dit, quand tu seras prêt, je vais te faire jouer. Et moi, j'étais tellement impatient parce que avec la réserve, ça s'est passé super bien. Et surtout quand j'ai descendu aussi pour jouer avec les I-18, ça s'est passé super bien. Là, je me rappelle. Donc ça s'est passé super bien. Ouais. Ben, je ne comprenais pas pourquoi il ne me faisait pas jouer. Et là, le week-end, on doit jouer contre Nancy à Auxerre. Oui. Il me prend dans le groupe. À l'époque, ce n'était pas 18, hein, c'était les 16. Exactement. On prenait 16 joueurs. Tout à fait. Donc, il me prend comme 17e. Ouais. Donc, ça veut dire que je ne suis même pas dans le groupe les samedis. Oui. Et le mardi, on doit jouer contre le Real Madrid. Oui. Et il reconduit le même groupe, en fait. Il prend 17 joueurs. Donc, dans ma tête, je vais être 17e parce que c'est le même groupe. Ouais. Quand on joue contre Nancy, je n'ai rien contre Nancy, mais bon, Nancy et puis Real Madrid. Il y a un fossé. Donc, du coup, dans ma tête, je suis 17e. Comme il m'a dit dès le départ que j'étais là pour regarder et apprendre. Oui. Regarder et écouter. Ouais, donc, je me suis dit, bon, comme c'est le Real Madrid, c'est pour me permettre de voir les stars, d'être à côté d'eux, de voir comment ils s'échauffent, comment ils préparent les matchs. Donc, dans ma tête, c'était ça. Donc, on va à l'hôtel, comme d'habitude, le même programme, la routine, quoi. Ouais. On arrive, on fait notre promenade, on prend notre déjeuner. Après, on va dans les chambres, la 7, à 16h, la collation. Après la collation, il y a la réunion technique. La réunion technique, oui. D'avant-match. Donc voilà, d'avant-match. Donc on arrive à la réunion technique. Avant de rentrer, quand on arrive à la réunion technique, le coach, il est devant la porte. Il serre la main de tout le monde. Et il te regarde dans les yeux pour voir si t'es... Voilà. Donc, j'arrive à mon tour, il me serre la main et il garde ma main dans sa main. Il m'a dit, t'es prêt? Il dit, bien sûr que je suis prêt, coach. Il dit, t'es sûr? J'ai dit oui. Après, je rentre. Et donc, quand il donne lui, avant de commencer la causerie, il donne la liste. Ouais. Il donne la liste. Ouais. Déjà, quand il donne la liste, je suis parmi les 16. Les 16. Donc, déjà, d'un coup, mon cœur fait poum. Il dit, oh, qu'est-ce qu'il veut me faire? Attends, depuis les mecs, il me prend. Il me met jamais dans les 16. Et là, il joue la cinquième roue de la carrosse. Voilà. Cette fois-ci, je suis dans les 16. Je suis ça dans veut dire que j'ai la possibilité de monter à tout moment. Peut-être tout ça, là, c'est pour me récompenser de mes efforts à l'entraînement. Tout à fait. Ouais. Donc, du coup, ça me dit rien. Je rentre dans la salle. Il donne les 11 de départ. Je ne fais pas partie des 11 de départ. Okay. Là, je suis sur le banc. Je dis, bon, ça va. C'est toujours pas mal. Ouais. Donc, quand on part à l'échauffement, il vient me voir. Il me dit, bon, tu ne t'échauffes pas. Hein, tu t'arrêtes, tu regardes l'échauffement des joueurs de Real Madrid. Tu les regardes comme ils font et tout ça. Je dis, ah, ok. Ah oui? Donc, moi, je rentre, la folie, les stades étaient déjà à moitié pleins parce que c'est le Real et tout ça. Ouais. Donc, moi aussi, je vais toucher un peu au ballon. Exactement, ouais. Je suis en train de toucher au ballon. Il vient, il marche, il vient me dire que non, mais il faut les regarder. Regarde comment ils se comportent. Regarde Karim Benzema. Regarde Ozil et tout ça. Je dis, donc moi, je m'arrête un peu, je les regarde et tout ça. Le match commence. Je pense, je me rappelle très bien, au bout de 35e minute comme ça, on était bien. Hein. Franchement, on avait fait un gros match. Tout à fait, oui. On était bien, on était à 0-0. Il me dit d'aller à l'échauffement. 35e minute. Oui, même pas la mi-temps. Non, il me dit, va à l'échauffement.
Je te jure, Kader, je lui ai posé la question. J'ai dit, moi? Il a dit oui. Il dit, tu veux pas jouer? J'ai dit, si. J'avais même pas attaché mes lacets. J'ai commencé à... je pars à l'échauffement. Il envoie 3 joueurs à l'échauffement. Oui. Donc, je faisais partie des 3. Je pars à l'échauffement. On reste à l'échauffement jusqu'à la mi-temps. OK. À la mi-temps. Jusque-là, ça va. Ouais, à la mi-temps, 0-0. On rentre dans les vestiaires. En plein causerie, il est en train de faire des réajustements et tout ça. Il se retourne, il me voit assis. Il m'a dit, mais tu fais quoi là? Va à l'échauffement, je t'ai dit. Tu ressors? Je ressors. Je dis, ouais, tu montes sur la pelouse. J'ai dit, si quand c'est comme ça là, ouais. Ils vont me faire jouer. C'est des signaux. Ouais. Ouais. Donc déjà, j'ai oublié de souligner ça. Déjà, quand ils me mettent dans le groupe, j'appelle ma maman. Ouais. J'appelle ma maman. Ça, c'était avant d'aller au stade. J'appelle ma maman. J'ai dit, maman, bon, là, je suis dans le groupe. Pardon, il faut prier pour moi. Parce que je sens que le coach veut me faire quelque chose. Et là, il ne me fait jamais jouer contre les Real. Il dit, pardon, il ne faut pas que la honte va m'avoir ici. Tout à fait, ouais. Il dit, je réclame tout le temps de jouer, mais là, c'est autre chose. Si je ne joue pas, voilà. C'est contre le Real, je suis dans le groupe. Là, j'ai dit, c'est autre chose. Il dit, maman, j'ai besoin de vos bénédictions et tout ça. Ouais. Elle m'a dit, non, t'inquiète, ça va aller. Il dit, j'ai confiance en toi. Donc, la deuxième mi-temps commence. Au bout de 15 minutes de jeu comme ça, il envoie son adjoint. Et premier changement, son adjoint vient, c'est moi. Il m'a dit, Alioune, viens, tu dois rentrer. Je te jure. Et là, franchement, là-bas, j'ai pris un coup. Là, j'ai de la panique. Mon cœur commence à s'accélérer. Tout ça. Dans ma tête, je me suis dit, bon, il y a la phrase de coach Puri qui est venue dans ma tête. Il dit, un garçon était un garçon. J'ai dit, Alioune, tu rentres, ça passe ou ça casse. On ne meurt pas 2 fois. Voilà, fais-toi plaisir. J'ai dit, fais-toi plaisir, c'est tout. Et c'était 0-0. Je me dis, si moi je rentre et puis ça se passe mal, donc ils vont dire, c'est moi, un jeune joueur. Tout à fait. C'est toi, on va mettre tout sur toi. Exactement. Après, franchement, je suis rentré normal. Mes premières touches de balle, ça se passe super bien. Et la première grosse occasion qu'on a eu dans les matchs, c'est moi j'apporte la première. Je me rappelle que tu as failli provoquer un penalty. J'ai failli provoquer un penalty. Il y a eu penalty, il n'a pas sifflé. Et j'ai eu un coup franc qui est sur la barre. Donc en fait, tout ce que j'ai fait ce jour-là, je l'ai réussi. Tout. Dans mes prises de balles, dans mes décisions, dans mes passes, dans mes dribbles, tout m'a réussi. Et je me rappelle après ces matchs-là, quand on rentre on perd les matchs 1-0. Oui, tout à fait. On perd les matchs 1-0, mais quand on rentre dans les matchs, dans les vestiaires, tous les pros là viennent me féliciter. Et le coach, il vient me dire, t'es prêt maintenant. Prépare-toi, tu vas plus sortir de l'équipe. Wow. Et là, depuis ces matchs-là, jusqu'à ce que je quitte Auxerre, j'ai toujours joué dans le 11 de départ. J'ai toujours joué. À part les blessures. Comme on le dit, au football, ça va vite. Ça va très, très vite. Après ces matchs-là, on joue mardi et dimanche, on avait un match de championnat contre Al-Avion à l'SRR. Et je pense qu'on n'avait pas fait beaucoup de victoires. On faisait que des matchs nuls et tout. Et on n'avait pas encore gagné à l'extérieur. On perdait tous nos matchs à l'extérieur. Mais à la baie des Champs, on gagnait. Tout à fait. Et là, on va à Al-Avion et je démarre comme titulaire. Il me met titulaire. Au bout de 15 minutes, je marque le premier but de l'équipe. Et je marque du pied droit. Ah ouais? Toi qui es avec le pied gauche. Et on gagne. Donc j'ai marqué et j'ai fait une passe décisive à Roy Contou. Tout à fait. Et là, ça y est, c'est comme ça mon histoire avec Auxerre débute. L'histoire a continué après Auxerre, Lorient, puis Monaco. Monaco, c'est quand même la capitale des milliardaires. Hein. Quand tu arrives dans cette principauté-là, ça prend pas la tête? Non. En fait, c'est un autre monde, en fait. Monaco, c'est pas la France. Et Monaco, c'est le luxe. Les bling-bling. Et puis, il y a beaucoup d'étrangers, il y a beaucoup d'expatriés à Monaco. Tu as des Russes, des Italiens. Et il y a beaucoup de gens qui sont aisés à Monaco. Mais nous, les footballeurs, tu vois, il n'y a qu'à Monaco, les footballeurs sont un peu... Ils sont pas des grosses stars, ils sont pas les plus vieux. Parce qu'il y a d'autres milliardaires qui sont à côté, qui sont des fortunés. À Monaco, les footballeurs, c'est comme si... c'est une sphère ordinaire. Voilà, c'est ça. Ah ouais? Ben, à Monaco, le foot, c'est pas le sport principal. Tu
tu as la F1, Formule 1. La Formule 1, oui. Tu as les tournois de Monte Carlo, les tennis. Oui. Voilà, ce sont ces trucs-là. Et puis, tu as l'un des plus grands casinos. Exactement. Voilà. Donc, du coup, tu imagines que le football vient en second plan. Ça vient en second plan. Il est mis en minorité. Alors, on va casser un peu, on va aller à la détente. Alain, quel est le plat burkinabé que tu aimes manger? Honnêtement dit, en famille... Tu es bobolais, hein? Oui, je suis bobolais, mais... C'est les chenilles, c'est chitoumou, Alain. Chitoumou, j'aime bien, mais bon, c'est pas mon fort. Mais moi, chez nous à la maison, à part ma maman et moi, personne ne mange du tout. Donc moi, mon plat préféré, c'est du tout. Dès que je dois venir, la maman, elle prépare du tout. Et quasiment chaque 2 jours, elle doit faire du tout pour moi. Ouais. Il n'y a que moi qui mange du tout. Hein. Pour un clin de bête, il n'aime pas. Ah non, pas du tout. On va y revenir. Et en termes de musique, quelle musique quand tu dois aller jouer, souvent on voit les footballeurs, en ce moment c'était des gros casques, c'est des écouteurs. Tu écoutes quoi avant de jouer? Quelle musique t'inspirait en son temps? En son temps, on est jeune, hein, il y a Emilio qui était là, j'écoutais, voilà, qui commençait à monter, et puis c'était notre pote et tout ça. Voilà, donc j'écoutais Emilio, j'écoutais beaucoup de les coupés décalés. Mais à Auxerre, nous les jeunes, on n'avait pas droit au CAX. Ah oui? Ouais. À Auxerre, là, nous les jeunes, on n'avait pas droit au CAX, et on devait être tout en basket et tout à bien coiffé. Tout à fait, oui. Donc du coup, c'était strict un peu à Auxerre. Ouais, mais quand on était en jeune et tout ça, ça allait. Mais les jeunes qui arrivaient en pro, on avait des restrictions en fait. Très clair. Ouais. Alors, on va parler un peu de la vie de famille. La famille Traoré, c'est une mère, maman, on connaît tous ça, on l'appelle tous maman. Alors, qui s'est sacrifiée pour vous. Je me rappelle en son temps, avant que tu n'ailles à Auxerre, c'est maman qui s'occupait pratiquement de tout, que ce soit toi, que ce soit David ou que ce soit Bertrand. Ouais. Ah, bien sûr, notre maman, elle a joué un très grand rôle. Elle était maman et père en même temps. Elle faisait tout. Elle était maman, père, kiné, coach, conseiller, tout ce que tu peux imaginer. Elle s'y connaît en kiné, machin. Ben, tout, c'est quand j'avais des petits soucis, c'est elle qui nous massait. Je me rappelle que moi et puis ma maman, elle tenait mon sac de foot, on marchait pour aller au terrain. Ah oui? Oui. Même les entraînements, des fois, elle venait, elle nous apportait de l'eau. Elle nous a vraiment soutenus. Et on ne va jamais cesser de la remercier. Voilà, c'est ma maman, elle est tout pour nous. D'accord. Voilà. Alors, il y a aussi, comme je le disais, il y a le grand frère David. Au-delà d'être peut-être ton agent, ton conseiller, c'est quand même le grand frère protecteur. Ben, David, c'est l'homme de l'homme. Ouais. Derrière tout ce que vous voyez, c'est David. Hein. Ah oui? Ouais, mais David, on ne parle pas beaucoup de lui, mais David, il a joué le rôle de papa. Il est, avec son jeune âge, il a su bien... Très vite responsabilisé. Voilà, il a su bien et David est très intelligent. Toujours premier, mais David il m'a fatigué à la maison. Ah oui? Parce que moi à l'école, je dis pas j'étais bon à l'école. J'étais intelligent, mais David il était super intelligent. Tout à fait. David il était tout en premier. Le jour qu'il est deuxième, il vient et plaît. Et moi je cherche la moyenne, tu vois comment? Il y a un fossé quand même. Il y a un fossé. Donc à chaque fois lui va être premier, toi tu veux avoir la moyenne. Moi c'est la moyenne. Moi si j'ai 14 de moyenne, c'est bon pour moi. C'est bon. Voilà, tu vois. Mais lui il est deuxième, il vient à la maison et plaît. Quand il faisait ça, moi je le regardais, je dis mais lui il n'a rien compris à la vie. Mais c'est normal, il veut être toujours parmi les meilleurs. Ouais, mais après sur le terrain, toi aussi tu voulais être toujours parmi les meilleurs. Chacun peut-être avec son domaine. Sur le terrain, tu me connais bien. J'aime pas la défaite. C'est ça. J'aime pas perdre. C'est quand on trouvait d'ailleurs que tu avais ce gros cœur là quand ça joue pas, quand ça gagne pas, tu es toujours énervé. Non, c'est l'esprit de la gagne. C'est ça. C'est ça. Ben déjà pour réussir, c'est partout pareil. Hein. Quand tu veux réussir, il faut se donner les moyens de réussir. Tout à fait. Quand on veut réussir, il ne faut pas trop traîner avec la défaite. Hein. L'histoire ne retient pas les défaitistes. Voilà, si aujourd'hui on t'invite à Champion Story, c'est parce que tu as été un champion, c'est parce que tu as récolté aussi beaucoup de victoires et de lauriers. Alors, toujours parlant de la famille, aujourd'hui, c'est Bertrand Traoré, c'est le capitaine de l'équipe nationale. Comment vous vous retrouvez à la maison, cette familiarité, cette complicité entre grand frère et petit frère?
à qui tu as relativement passé le relais? Parce qu'on se rappelle, hein, tu avais le numéro 10 quand tu étais en équipe nationale, Bertrand avait le 19. Après, dès que tu t'en vas, c'est Bertrand qui prend le 10. Comme dans le milieu, bon, dans nos discussions, ils disent les numéros 10, c'est comme ça, souvent on donne les numéros 10 au meilleur. Oui, oui. Et après, moi je me rappelle, par exemple, mon papa, il portait pas les numéros 10. Ouais. Et pourtant, c'est notre exemple, c'est notre idole. C'est votre géniteur. Voilà, tu vois. C'est de lui que tout est parti. Voilà, c'est de lui tout est parti. Mais moi, j'aimais tellement Mamadou Zongo Bebeto. Oui. Il portait les numéros 10 et tout. Je me disais, quand je vais arriver en équipe nationale, et je vais me donner les moyens d'arriver en équipe nationale, et je vais m'imposer, je vais porter les 10. Le 10. Donc Bertrand, comme il est dit souvent et fièrement que son grand frère c'est son modèle, lui aussi voulait porter les numéros 10. Et il ne faut pas les dire. Parce que là, on ne les donne pas. Il faut aller chercher. Il faut t'imposer et puis il faut être bon. Si vous avez remarqué, quasiment tous les numéros 10 du Burkina, c'était des bons joueurs. Voilà. Donc, du coup, on ne sait pas qu'on s'est attribué les numéros 10. On nous a donné et parce qu'on les mérite. Tout à fait. Voilà. OK. Alors, je vais te montrer une image. Tu vas me situer peut-être le contexte et me dire ce que tu penses de cette image. OK. Merci. Ouais, ben, c'est moi et puis Bertrand. Ça, c'était lors de la CAN 2017 au Gabon. Au Gabon, oui. Ça, c'était après un entraînement. D'accord. Après un entraînement. Oui. Et voilà, ça, ce sont des images qui me donnent la chair de poule parce que c'était ma vision des choses. Ouais. C'était de réussir. Ouais. Et faire tout pour que mon petit frère aussi... Tu l'as pratiquement pris la main, tenu par la main pour le monter en équipe nationale. Tu étais vraiment le bon grand frère, aussi bien en famille, mais aussi sur le terrain. Mais c'est toujours comme ça, mais bon, ça a été facile parce que Bertrand aussi, il était talentueux. Tout à fait, voilà. Il avait ce talent-là. Et je me rappelle, partout où je passais, quand on me disait, mais Alioune, t'es fort, t'es super fort. Et je disais non. J'ai dit, moi, je ne suis pas fort. Le petit est plus fort que moi. Tu m'as déjà dit ça une fois. Je t'ai déjà dit, tu ne m'as pas crié. Tu m'as dit, avant que Bertrand ne perce en sélection, tu m'as dit, on dit, ah, Alino, c'est la gauche magique, machin. Tu m'as dit, non, il y a le petit qui arrive. Il est très fort. Il est plus fort que moi. Oui. On pensait que c'était par modestie que tu le disais. Non, mais personne ne me croyait. Même à Auxerre, quand je disais à Daniel Roland, qui était directeur sportif, quand il me disait, il dit, c'est Alino. Et là-bas, ils disaient que j'étais le Platini noir. Ouais. Ils disaient qu'ils n'avaient jamais vu un Africain. Franchement, hein, tout à fait. Et pourtant, il y a beaucoup d'Africains qui sont passés à Auxerre. Ils disaient qu'ils n'ont jamais vu un Africain avec autant de qualité, avec mon intelligence de jeu. Ils disaient que c'était rare. Et quand ils me disaient ça, j'ai dit, moi je l'appelais coach, j'ai dit, coach, tu sais que mon petit frère est plus fort que moi. Il me dit, ouais, vous, tous les Africains, vous dites ça. C'est ce qu'il me disait. Tu as dit que tu veux vendre ton petit frère. Voilà, c'est ça, tu vois. Et partout où j'ai passé, je parlais de Bertrand. Et surtout en équipe nationale, il y a 2-3 jours, j'étais avec Moumouni Darano. C'est ce qu'il me disait. Il me disait, Aline, t'as vu, on ne te croyait pas. Quand tu as amené Bertrand, il était petit. Tu disais qu'il était fort. On ne croyait pas. Il dit, mais maintenant... On est convaincu qu'il est fort. C'est du lourd. Alors, allez, si tu le permets, on va parler cette fois-ci de l'équipe nationale. Ouais. Quels sont les bons souvenirs que tu gardes de ton passage en sélection? Il y a eu beaucoup. Je dirais quasiment les 15 années en équipe nationale, c'était que du bonheur. Ouais. On prenait plaisir à défendre nos couleurs. Oui. Moi, je me rappelle, hein, quand je venais en équipe nationale, j'étais pressé. Ouais. J'étais pressé de venir en équipe nationale. Quand il y avait la sélection comme ça, j'attendais même pas la liste. Ah oui? J'appelais juste de dire, ouais, je vais venir. Surtout quand c'était un match à Ouagadougou. Tout à fait. Le stade du Katout. Ah, le stade du Katout, c'est quelque chose. C'est une cuvette, hein? Non, c'est quelque chose. Ouais. Surtout que tu avais tes marques là-bas. Ouais, non, le stade du Katout, c'est notre jardin. Ouais, on connaissait, et surtout le public. Ouais. Quand l'hymne national résonnait au stade de Katout, on avait la chair de poule. Ouais. C'est tous les grands drapeaux au port 10 et tout exactement, ça. Avec les supporters. Avec les supporters. Tout à fait, ouais. Et à l'époque, il y avait
les fanfares. Oui. Bon, non, ça, c'était magique. Oui. C'est des moments que si tu avais l'occasion, tu allais les revivre. Ah, mais bien sûr. Mais bon, après, il faut laisser les jeunes aussi découvrir ça aussi. Tout à fait. Alors, raconte-nous les anecdotes dans les vestiaires. Avant un match, quand vous vous retrouvez dans les vestiaires, comment vous remontez le moral? Comment vous faites pour vous booster? Franchement, notre génération, on était déjà des amis en dehors du terrain. Avec Charles. Voilà, tu vois, avec Charles et tout ça, avec Charles, Bako, puis Trois Pas, on se moquait trop. Ouais. Il fallait pas te faire dribbler à l'entraînement. Ouais. Ou bien il fallait pas prendre un petit pont avec Mohamed Kofi. Tout à fait. Donc du coup, quand on arrivait dans les vestiaires comme ça, on mettait la musique, mais comment on s'est taquiné. Ouais. Et jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois quand Bakou me croise, il dit si tu parles, je vais te frapper. Et depuis les 15 années, il m'a jamais frappé. Sûrement, allez, on te sait aussi, tu es un gros chambreur. Non, là, c'est mon fort. Alors que Bakou ne supporte pas ça. Non. Ouais. Alors, quels étaient tes rapports avec les coachs en son temps? Surtout quand on sait que tu n'aimais pas être sur le banc, toujours sur le terrain. Ouais, mais bon, après, c'est ça, il faut... J'aime pas être sur le banc et je me donne les moyens de ne pas être sur le banc. Ouais. Mais quand je suis arrivé en équipe nationale en 2007, 2008, il y avait des coraux, il y avait des anciens, des grands frères et tout. Exactement. Et moi, les grands frères pensaient que c'était de l'arrogance et tout ça. C'était pas ça. Moi, j'avais confiance en moi. Ouais. J'avais confiance en moi et ma confiance, personne ne pouvait m'enlever ça. Ouais. Et je savais que j'étais petit et j'avais beaucoup de déficits de physique et tout ça. Mais avec ma technique et voilà, ma vision de jeu, j'arrivais à m'en sortir. Donc, quand les Corolla, ils me voyaient, ils se disaient... et c'est sûr, lui, il va pouvoir passer. Et moi, je les défiais, je les disais à tout moment, moi, je suis là, je vais prendre votre place. Je suis là pour jouer. Ouais. Moi, je ne suis pas là pour vous regarder. Moi, je suis là pour jouer. Oui. Voilà, laissez-moi sur le terrain, vous allez voir. Et avec tous les coachs, ça s'est bien passé. Surtout Duarte. Oui. Duarte, il m'a vraiment kiffé. Mais avant que ça soit comme ça, c'était la guerre. Ah oui? C'était la guerre. Raconte-moi. Ouais, ben, quand Duarte est arrivé, il ne me faisait pas beaucoup jouer. Et Duarte, il est venu jusqu'à Auxerre me voir. Et il a été clair avec moi. Il m'a dit, Alino, tu es le futur de l'équipe nationale. Donc là, je te prends dans le groupe, mais je ne te promets pas de temps de jeu. Patiente, ton tour va arriver. Et direct, je lui ai répondu, je dis, ah, le coach, non. Ah oui? Non, j'ai dit, coach, non. Je ne suis pas le futur. Moi, je suis le présent. Il dit, si je suis bon à l'entraînement, il n'y a pas de raison que tu ne me fais pas jouer. Il m'a dit, Alino, doucement. J'ai dit, non, coach, si c'est ça, comme je peux toujours jouer avec les juniors, moi, je préfère... C'est vrai qu'en ce moment, tu n'avais que 19 ans. Ouais. J'ai dit, moi, je préfère que tu me laisses, je vais aller jouer avec les juniors. Quand le futur là sera présent, tu m'appelles, je vais venir jouer. Parce que moi, je ne suis pas venu pour regarder les autres. Moi, j'ai des responsabilités à la maison. Hein. Tout à fait. La famille, là, c'est moi, ils regardent. Hein. Donc, moi, je ne peux pas venir. Peut-être n'avait pas encore commencé. Donc, moi, je ne peux pas venir ici et puis regarder les autres. Non. Il s'énerve. Il dit, non, pourquoi je lui parle comme ça? Il dit, ouais, si c'est comme ça, tu vas rentrer chez toi. Il dit, ok. Il dit, si c'est comme ça, on était à Jolie Hôtel. Je dis, ok, si c'est comme ça, je vais rentrer chez moi. Quand tu vas décider que je peux jouer, tu vas me sélectionner. Mais pour l'instant, là, moi, je ne peux pas le futur. Le futur, là, non, on n'a qu'à oublier ça. C'est le présent. C'est le présent. Soit je suis bon, je joue, ou bien je ne suis pas bon, tu ne me sélectionnes pas. C'est tout. Et puis là où je suis bon, ils vont me sélectionner en junior, là, je sais que là-bas, je vais jouer. Tout à fait. Il s'est braqué. À l'époque, tu connais Duarte, lui aussi, c'est un sanguin. Il prend son téléphone, il appelle Jean-Pierre Pamke. En son temps, il dit qu'Ali nous dit qu'il veut rentrer à la maison parce qu'il ne veut pas être remplaçant. Et tu connais Jean-Pierre Palme. Ouais. Qui est ton tonton, le ministre des Sports, Jean-Pierre Palme. Qui est gendarme et tout ça. J'ai fini la réunion avec Duarte, même pas 5 minutes. Il m'appelle. Il me dit, t'as dit quoi?
Il dit non, tonton, non. Il dit hey, je ne t'appelle pas pour quitter. Il dit, si je viens dans 5 minutes, je serai à l'hôtel. Si je viens trouver que tu n'es pas à l'hôtel là, je vais venir te frapper de la maison jusqu'à l'hôtel. Il dit, tu fais ce que le coach te dit de faire. Ouais. Un point, un trait, c'est fini. Il dit, mais tonton, il dit, il n'y a pas de main. Et il raccroche son téléphone. Il dit, yeah, là, si moi je quitte ici, c'est pas bon. Il est capable de faire. Faut pas qu'il va te frapper de la maison jusqu'à l'hôtel. Et après, on va à l'entraînement, je m'entraîne bien, je suis toujours respectueux. Ouais. Voilà, c'est une discussion entre le coach et puis son joueur, donc on se dit la vérité. Exactement. Mais après, au boulot, c'est le respect, on me dit ce qu'on me dit de faire, je le fais. Après ça, les coraux là, ils sont allés faire des réunions pour dire que non, que Alino, il est impoli, il ne respecte pas les gens, il est trop arrogant, tatati. Duarte décide, après cette sélection-là, il décide de m'écarter. Il m'écarte pendant quelques mois, pendant quelques sélections, hein, il ne me prend pas. Et moi, je continue à jouer en club, à marquer des buts. Tout à fait. Et on m'envoie en prêt en Ligue 2 à Brest. Exactement, oui. Il y a mon coach formateur qui signe à Brest en décembre et il me veut absolument. Ouais. Et je discute, on trouve un terrain d'entente avec Auxerre, on me prête à Brest sans option d'achat. Ouais. C'est pour 6 mois. Donc je pars à Brest, et je commence à jouer avec l'équipe première en 2e division. Et je fais des bons matchs. Duarte il m'appelle. Il me dit, ah ouais, je suis tes matchs, t'es bien et tout ça. Et c'est ta tête, t'as compris mon message? Il dit, coach, moi je suis là pour jouer. Si moi je suis burkinabé, j'aime mon pays. Donc si tu me sélectionnes là, je vais venir faire mon boulot. Il dit, non, c'est pas la question de faire ton boulot. Est-ce que tu as compris mon message? Je dis, coach, moi j'ai compris. Mais est-ce que toi aussi tu as compris ce que moi je veux là? Parce que moi, là, ton histoire de futur, là, moi, ça, là, ça ne m'arrange pas. Il dit, non, lui, il ne me garantit pas, mais il faut que moi, je lui montre sur le terrain que je vais jouer. Il dit, il n'y a pas de problème. La prochaine sélection, il me sélectionne. J'arrive, premier jour d'entraînement, 2e jour d'entraînement. Jeudi, encore, il me convoque. Il était toujours à Joli Hôtel, au bar, là. Il m'appelle là-bas et dit, Alino, qu'est-ce qui a changé? Il dit, mais coach, rien n'a changé. Je suis toujours le même Alain. Tu connaissais mes qualités, tu sais. Il dit, non. Il dit, il y a quelque chose qui a changé. Il dit, top, 3 jours d'entraînement, tu défends, tu attaques, tu motives les autres. Il dit, dans ma tête, tu étais toujours le futur. Mais maintenant, je te dis, je ne sais pas d'abord quelle équipe je vais mettre, mais tu es dans mes petits papiers. Maintenant, tu es le présent. Mais je ne sais pas si tu vas démarrer les matchs ou bien tu vas être sur le banc. J'ai dit, OK. J'ai dit, merci, coach. Merci pour cette confiance-là. Et je pars dans la chambre. Samedi, à la causerie, il dit devant tout le monde. Il dit, voilà, c'est vrai qu'avec Alino, on s'est pris la tête parce qu'il voulait jouer. Il dit, aujourd'hui, il va jouer. Parce qu'il m'a montré qu'il était capable de jouer. Et qu'il a envie de jouer. Et qu'il a envie de jouer. Et il dit, c'est ça, il faut prendre comme exemple. Je l'ai écarté, mais il ne m'a pas boudé. Il a continué de travailler pour revenir. Et c'était contre la Guinée. Exactement, oui. Et là, on arrive au stade. Je marque le premier but. Je fais marquer Darano. Et Duarte, il dit, ça y est, maintenant, tu n'es plus le futur, tu es le présent. Et c'est là aussi que je suis plus sorti de ces 11 aussi. Ok. Allez, bravo à toi, Alain. Alors, je disais qu'on allait revenir avec tes amitiés. Tu m'as dit c'était une bande d'amis quand tu es arrivé en sélection, notamment avec Charles. Cette amitié-là, elle a démarré en sélection ou bien à Bobo? Parce que Charles aussi a évolué un temps à Bobo. Ça a démarré à Bobo. Ça a démarré à Bobo parce qu'on jouait des tournois interquartiers, intersecteurs. Donc chacun avait son équipe. Et tu sais, à l'époque, quand on est petit, on identifiait les équipes par les meilleurs joueurs. On disait l'équipe de Alena, l'équipe de Charles, l'équipe de Carlos, l'équipe de Baquero. C'est comme ça les noms des équipes. Donc déjà, chaque secteur avait son meilleur joueur.
Et comme moi, je suis un homme de défi, Oui. donc quand on devait jouer contre l'équipe de Charles, Oui. Charles ne peut pas me gagner. Si Charles me gagne, c'est vrai, c'est lui qui va être le numéro 1. C'est ça, oui. Donc c'est comme ça nos amitiés. En plus de ça, à chaque fois quand on joue contre une équipe, et les meilleurs joueurs, j'essayais de choper les meilleurs joueurs pour qu'ils viennent chez moi. Ouais. Et c'est comme ça on s'est connus. Et puis voilà, comme on aimait tous le foot, on a eu à être dans les mêmes équipes pour jouer des tournois aussi. Donc après on s'est retrouvés. Nous on était à Planète Champion, ils étaient dans les centres de Famoso. Exactement, oui. On a fait des tournois, voilà. Donc c'est comme ça notre amitié a commencé. Et puis quand on s'est retrouvés, voilà, je l'ai dit, hein, quand on est en équipe nationale, on parle Djoula. Exactement, forcément. Oui. Donc, ouais. Il y avait ce petit clan entre ceux qui parlaient Djoula et ceux qui parlaient Moré. Oui. Oui. Mais on arrivait toujours à capter on le disait les moussis. Parce que quand tu parles Moré, c'était moussi forcément. Quand tu parles Djoula, t'es Bouboulé. T'es Bouboulé. C'est la caricature. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc du coup, on arrivait toujours à les insérer dans notre petit groupe pour qu'on soit vraiment plus large, un groupe uni, un groupe solide. Mais la langue officielle qu'on parlait sur le terrain, c'était le Djoula. Ouais. Voilà. D'accord. Ouais. Alors, je vais encore te montrer une image. Tu vas me dire ce que tu en penses. Mais ça, c'était la célébration d'un but à la CAN 2013 contre en Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Ça, c'était le match contre l'Éthiopie. Ouais. Où tu as marqué un coup franc de plus de. C'est pas un coup franc, c'était une action dans le jeu avec Pitropa. On avait fait du jeu combiné. Une balle décalée, une frappe de plus de 20 mètres. Ouais. Une passe de Charles. Après, j'ai fait une passe à Lobé derrière. Oui. Je vois la course de Pitropa et de dos, je fais la passe à Pitropa. Pitropa sans contrôle, il me décale et je réfléchis pas. Je me dis, bon, c'est le moment d'essayer, et je frappe. Voilà, je me rappelle de ce but-là était parmi les plus beaux buts de la CAN 2013 en sortant. Effectivement, je me rappelle de ce but. On a gagné le match 4-1. 4-1, oui. Exactement. 4-1 ou 4-0, je pense. Oui. Voilà, ces matchs-là, c'est l'un de nos plus beaux matchs de la CAN 2013. Mais c'était quand même aussi notre première victoire. Ouais, c'était notre phase finale de CAN. Ouais, c'est vrai. Exactement. C'est vrai. Après, Alain, après ce match-là, je me rappelle, c'est là-bas où tes grosses blessures ont commencé. En fait, pour l'anecdote, normalement, je ne devais pas jouer ces matchs-là. Parce que je suis arrivé blessé à cette Coupe d'Afrique là. J'avais une grosse entorse à la cheville. Et je suis venu en vacances de décembre. Les 10 jours de vacances de décembre, j'étais plâtré. Et l'équipe nationale est rentrée en stage. J'avais toujours les plâtres à ma cheville. Et je repars en France, on enlève les plâtres, la rééducation commence. J'avais pour 2 mois. Parce que je me suis blessé le dernier match du championnat contre Saint-Etienne en mois de décembre. D'accord. Donc 2 mois d'arrêt, c'est-à-dire que je dois reprendre en février. Après la Coupe d'Afrique. Ok, la CAN c'est en janvier. C'est en janvier. Donc du coup, on a dû accélérer le traitement. On ne veut pas que je loupe la CAN. Et c'est ça qui a... Je pense que c'est là qui a provoqué beaucoup de soucis. Et le premier match, par exemple, avec les médecins, les accords des médecins, avec les staffs techniques, les staffs médicaux, je ne devais pas jouer le premier match. Parce que je n'étais pas en condition pour jouer le premier match. Et j'étais sur le banc. Alors que tu n'aimes pas t'asseoir sur le banc, Alain. Non, mais honnêtement dit, je voulais respecter. Je voulais respecter le programme des soins et tout ça, parce que je savais que c'était important pour moi. Et j'étais là, parce que la CAN, tous les joueurs sélectionnés doivent être sur le banc. Exactement. Voilà, on était tous sur le banc. Et c'était contre le Nigeria, notre premier match. Exactement, oui. Et on perdait 1-0 à la mi-temps. En deuxième mi-temps, le coach Paul Pitt vient me voir. Il m'a dit, Aline, aussi j'ai besoin de toi, il faut que tu rentres. Parce que le premier match d'un groupe à 4 est très important. Il dit, soit tu prends 1 point, parce que quand tu perds le premier match, déjà tu as le couteau à la gorge. Exactement. Le deuxième match là, c'est les finales. Donc il me dit, j'aurais besoin de toi. J'aurais besoin de toi. J'aurais besoin de toi. J'ai dit, coach, c'est clair que je ne dois pas jouer.
En ce moment, c'était Paul Put. Ouais, Paul Put. Donc, du coup, il voit qu'avec lui, ça passe pas. Je suis braqué. J'ai dit, je ne veux pas jouer. Parce que je ne peux pas jouer. Ouais. On a dit que je ne dois pas jouer. Et il envoie coach Golbert. Oui. Coach Gaboré qui était dans le staff. Dans le staff. Il m'envoie coach Golbert. Il dit à Golbert, va parler à ton fiston. Il faut qu'il joue. Ouais. Il faut qu'il joue. Moi, j'ai dit, coach, vous-même, vous savez que je ne peux pas jouer. Je ne suis pas prêt. Ouais. Je ne peux pas être à 50. Et je dis, je ne veux pas apporter. Ce que je peux apporter à l'équipe, je ne peux pas. C'est ça, oui. Et je n'aime pas ça. Ouais. Parce que là, quand les gens ils ont confiance en toi, il faut les rendre il faut tout donner. Voilà, il faut tout donner. Je dis non. Il me dit, hey, fiston, on a besoin de toi. Donc, c'est quitté. Il a laissé côté football, côté, il est rentré dans le côté affectif. Il dit, fiston, je suis ton tonton. Si je viens te parler, il faut m'écouter. Ouais. Il dit, coach. Il dit, ok, je vais essayer. Donc, on m'envoie à l'échauffement. Et il y a Mathieu Traoré aussi qui vient me voir et dit, hey, petit, on a besoin de toi. Ouais. Donc, je m'échauffe et tout. On vient me demander si je suis prêt. Je dis, ben, je suis prêt. Si c'est pour le pays, c'est pour la patrie, je suis prêt. Ouais. Et dans ma tête, direct, je me suis remis en condition. J'ai dit, bon, allez, tu rentres, tu donnes ce que tu peux donner. Tout à fait. Et je rentre. Et ça se passe super bien. J'égalise à la fin. Exactement. Dans les arrêts de jeu, j'égalise. Ouais. Et on fait 1-1. Et c'est à partir de là que la CAN 2013 commence. Ouais. Et le deuxième match, le coach il me met titulaire d'emblée, direct. Ouais. Et pourtant, c'est le deuxième match, je devais rentrer en cours de match. Je devais jouer 15 minutes le deuxième match. Tout à fait. Et là, je joue plus de 25 minutes le premier match. Et le deuxième match, je démarre le match. Et au bout de 20 minutes, on prend un carton rouge. Oui, exactement. Soulama qui est son âme. Ouais. Donc, du coup, tu vois, ça fait que ça devient compliqué physiquement. Et en plus de ça, notre terrain en esprit, c'était. Oui, il y avait beaucoup de sable. C'était un champ de patates. C'est compliqué, je me rappelle. Donc, du coup, tout ça là, ça m'a pas beaucoup aidé, quoi. Voilà. Alors, Alain, après tout cet épisode en France, au Maroc, au Qatar. Au Qatar, pardon. Et en Turquie. En Turquie, exactement. Il y a eu Arta Sola en Djibouti. Il y a aussi le Sporting de Gagnoua en Côte d'Ivoire. C'était quoi le projet? Le projet, c'était simple. Hein. Il y a un monsieur qui voulait développer le football dans son pays. Donc, il a opté de faire venir des gros noms du sport africain pour l'aider à faire la promotion du football. Il aime le football, il a son équipe de foot et voilà, à faire pour donner la visibilité à la jeunesse de Djibouti. Il a trouvé bon d'investir dans le foot. Et dans ça, pour avoir la visibilité, parce que Djibouti, quoi qu'on dise, voilà, c'est un petit pays, au niveau du football. Tout à fait. Donc, du coup, pour avoir de la visibilité, il faut avoir des gros noms. Exactement. Et du coup, c'était sa politique, sa vision. Et donc, il nous a expliqué son projet. On a tous été adhérés, que ce soit moi ou les autres qui étaient là aussi. Il y a eu Alexandre Salomon Kalou, Diafra Sako, Dani Nunke. Carlos Kameni. Exactement, Donc, tu vois, c'est que des noms qui parlent. Au nom du football africain, voilà. même mondial, tu vois. C'est des gens qui ont compté. Ça, voilà. Donc, du coup, on était dans ce projet-là. C'était un projet de développement du football. D'accord. Voilà. Et c'est la même personne qui prend le Sporting. De Gagnoua, en Côte d'Ivoire. Donc, il voulait faire la même chose parce que Gagnoua venait de redescendre en Ligue 2 et ils avaient beaucoup de problèmes de finances et tout ça. Donc, il voulait donner une autre image du Sporting. Il voulait relancer le Sporting et tout ça. Et il a fait appel à moi. Comme on était ensemble à Djibouti, il m'a dit tu as fait du bon boulot à Djibouti. J'aimerais que tu me suives dans le projet à Gagnoua. C'était pas pour l'argent ou pour autre chose, c'était dans ce but-là. Même si c'est le monsieur, il était bien avec nous. Et c'est un monsieur qui, si beaucoup de
d'opérateurs économiques, beaucoup de businessmen pouvaient emboîter les pas. Je pense que le football africain va franchir voilà, il va franchir un palier. D'accord. Voilà. Alors, à un moment donné, tu es apparu sur Canal+ comme consultant. Après, on n'a plus de suite. C'est à quel niveau le... Non, c'est pas qu'on n'a plus de suite. C'était, tu savais bien que j'étais en activité tout à fait. J'étais en activité. Moi, je t'ai même posé la question. J'ai dit, mais tu n'as pas encore arrêté et déjà tu es consultant. Ouais, mais voilà, c'était, c'est ce que je dis à tous les jeunes. C'est pas à la fin de ta carrière que tu dois penser à ta reconversion. C'est pendant la carrière qu'on pense à la reconversion. Comme ça, quand tu arrêtes, tout de suite, tu peux faire quelque chose. Voilà. Donc, du coup, c'était bien pour moi de faire ça. Et je pense que j'étais bien. J'étais bon comme consultant. Et voilà, Canal+, ils m'ont toujours gardé. Et là, voilà, je pense que cette saison, le mois d'août, on va plus me voir à la télé. Ça va reprendre. Voilà. C'est déjà ça la reconversion, où il y a d'autres projets dans la tête d'Alain, où tu es en train de réfléchir comment est-ce que je vais m'organiser. Il y a beaucoup de projets, Je peux aider le football burkinabé. Tout à fait, Voilà, je peux aussi, je suis en train de faire mes diplômes d'entraîneur. Ah oui? Voilà. Et après, j'ai d'autres business à côté, mais comme je l'ai dit, nous, ça fait quoi, 20 ans 20 ans de ma vie, c'est que pour du football. On ne peut pas l'abandonner. Voilà, je sais que le football prend beaucoup de place dans ma vie et c'est le football que je connais. C'est ça, oui. Tous les autres business là, je suis un novice. Il faut apprendre. Exactement. Il faut avoir des gens, des bonnes personnes voilà, pour t'aider. Voilà. Et là, le football, j'ai besoin que de ma connaissance, que de ma santé pour pouvoir exercer, même si j'ai besoin de l'accompagnement parce que là, pour venir dans le milieu du football, je ne viens pas comme ça. Il y a des structures bien organisées qui peuvent t'introduire et tout ça. Donc, mais sinon, je suis prêt à aider le football burkinabé. Et par ma position aussi, je pense que ça peut être plus facile. Tout à fait. Voilà. Alino, coach, un jour, on l'imagine, ça va être beaucoup exigeant avec les joueurs. Hein? Ouais, comme j'ai été exigeant avec moi-même. Mais franchement, je pense que ça peut le faire. Mais bon, je fais les diplômes pour avoir les diplômes. Comme ça, quand tu as quelque chose à dire, il y a toujours des mauvaises langues qui disent mais il parle mais il a quoi, il connaît quoi, il est qui, voilà, il est qui, ils disent c'est pas parce qu'il a été bon joueur qu'il peut donner des conseils. Exactement. Mais si j'ai été bon joueur et puis j'ai des diplômes d'entraîneur, ça veut dire qu'il y a toujours la connaissance. Voilà, quand il parle, ça peut interpeller. Tout à fait. Alors, dernière question. Aujourd'hui, quand tu regardes ta carrière à la fin, est-ce que tu es heureux, satisfait d'avoir accompli ce que tu avais envie de réaliser? Très, très fier, très, très heureux. Parce que notre génération et la génération actuelle, c'est pas pareil. T'imagines quand nous, on était à Planète Champion, on n'a jamais eu d'argent de joueur. Oui. Ça n'existait pas en son temps, pratiquement pas. Je pense que le seul que moi je connaissais à Ouagadougou ici qui était dans ce genre de business, c'était Bernès. Oui. Et c'est Bernès qui faisait les trucs, qui bougeait un peu les lignes. Mais moi, voilà. Moi j'ai quitté Ouagadougou jusqu'à Manchester, j'avais pas d'argent. Bertrand, David. Oui. C'est le grand frère. Voilà, David et moi, on a construit la carrière de Bertrand. Donc, en quelque sorte, on s'est construit, nous, dans la famille, avec David, avec la maman, avec eux. Et c'est avec notre talent qu'on a réussi à faire tout ça. Tout à fait. Donc, je me dis que je peux pas dire que je suis pas fier de ce que j'ai réalisé. Et en plus de ça, l'aboutissement de tout ça, c'est Bertrand. Tout à fait. Voilà. C'est comme un enfant, un papa. Le papa veut que son enfant le dépasse. Moi, je veux que
Bertrand me dépasse et que demain Bertrand aussi arrive à aider. Tirer aussi son fils ou ton fils. Voilà, c'est comme ça. Il faut être toujours fier de ce que tu as. Et c'est ce que tu as posé comme. Voilà, et de ce que tu es et de ce que tu poses comme acte. Il ne faut jamais avoir des regrets cadets. Alors, c'est ce genre de conseils que tu donnes aux jeunes. Aujourd'hui, si un jeune veut devenir footballeur professionnel, quels sont les conseils que tu peux lui donner? C'est de croire à ses rêves. Il faut croire, il faut travailler. Il ne suffit pas de croire, il faut travailler pour les aboutir. Mais si tu crois et puis tu dors, ça ne va pas arriver. Ça ne fait pas. Non, travail, croire, discipline, rigueur. Je pense que c'est la clé de la réussite. Travail, discipline, rigueur. C'est sur ces mots que nous allons mettre un terme à ce podcast de Pixel Live Studio avec notre champion du jour, Alain Traoré, le gaucher magique de football burkinabé qui a régalé aussi bien les fans burkinabés avec les étalons, aussi bien dans les clubs qu'il a traversés, Auxerre, Monaco, Lorient, Brest, en Turquie. On en oublie. En tout cas, c'était un grand plaisir pour moi de recevoir Alain Traoré. Alain, je te dis merci. Merci, Kader. Merci, c'est gentil. Et on va se retrouver peut-être très prochainement pour parler d'autres aventures. Mais bien sûr, bien sûr. Merci à tous. Merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très bientôt à Champion Story avec un autre champion.